For a look at how Congress may help bridge political divisions in the country presently, we turn to a couple of lawmakers with a lot of experience in that space. Democratic Senator Chris Coons, who joins us from Wilmington, Delaware, Republican Senator James Lankford, who joins us from Oklahoma City. Gentlemen, you have a well-earned reputation both for preaching bipartisanship, taking the rhetorical temperature in Washington and nationwide down a notch or two. Senator Coons, I want to start with you. After the events of this week, do you feel that's harder than ever to achieve? Certains moments montrent clairement que l'espace culturel n'est plus neutre dans le débat institutionnel. Dans la soirée du 27 novembre, lors d'une cérémonie de remise de prix télévisée aux États-Unis, l'acteur Robert De Niro a profité de son temps sur scène pour faire une série de déclarations incisives sur le président Donald Trump. L'épisode s'est déroulé devant les caméras, le public et en direct, dans un environnement qui traditionnellement n'accueille pas de manifestations politiques directes de cette nature. Il ne s'agissait pas d'un commentaire ponctuel ou d'une critique voilée, mais d'un discours long, articulé et direct, dans lequel Trump était présenté non pas comme un adversaire politique, mais comme un agent actif de la détérioration institutionnelle. La réaction a été immédiate. Le contenu est devenu viral sur les réseaux sociaux, a donné lieu à des déclarations officielles, a alimenté les cycles d'information et a relancé un débat déjà latent sur les limites entre la liberté d'expression, la responsabilité publique et le rôle des personnalités culturelles dans les disputes politiques. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Il a marqué un tournant dans la manière dont les discours résonnent dans le domaine institutionnel. Les propos de De Niro se sont éloignés de l'ironie ou de la métaphore. Ils étaient directs. Il a associé Trump à des régimes autoritaires, a mentionné des modèles historiques d'ascension politique soutenus par la désinformation et la mobilisation émotionnelle, et a présenté le président comme le symbole d'un risque systémique. La force du discours ne se limitait pas à son contenu, mais aussi au choix du lieu, du moment et du ton. Il ne s'agissait pas d'une interview politique, ni d'une audience au Congrès, ni d'un éditorial. Il s'agissait d'une cérémonie de remise de prix artistique. Le contraste entre le cadre et la gravité du message a amplifié sa force. Trump, quant à lui, a répondu de manière publique et prévisible, utilisant ses réseaux sociaux pour discréditer l'acteur, remettre en question sa santé mentale et le qualifier d'irrelevant. Le conflit qui s'en est suivi ne s'est pas limité aux personnalités impliquées. Il s'est transformé en une dispute de récit. La scène culturelle s'est convertie en arène politique. La rhétorique de l'intimidation a répondu à la rhétorique de l'alerte. La frontière entre critique et réaction a été absorbée par la logique de l'antagonisme direct. Dans d'autres contextes historiques, des personnalités publiques ont déjà utilisé la scène artistique pour des manifestations politiques. Cependant, ce qui rend cet épisode particulier, c'est la reconfiguration des effets institutionnels des gestes. Aujourd'hui, le discours d'une personnalité publique, amplifié par les réseaux sociaux et réinterprété par différents spectres idéologiques, peut acquérir la force d'un acte politique structuré. Non pas en raison de sa formalité, mais en raison de sa capacité à modifier l'environnement discursif. Lorsque De Niro établit des associations entre Trump et des régimes autoritaires, il n'exprime pas seulement une opinion, mais suggère que certains éléments de la trajectoire récente du président justifient ce type de comparaison. Cette suggestion, diffusée à 1 heure de grande écoute et accueillie par des applaudissements, établit un nouveau degré de légitimation de la critique artistique en tant que forme d'intervention civique. Le fait que la réponse présidentielle ait pris la forme d'une attaque personnelle confirme qu'il ne s'agit pas d'un épisode isolé. La lutte pour le contrôle du discours public implique désormais également les espaces. Le contexte dans lequel s'inscrit ce conflit est marqué par une érosion progressive de la distinction entre les domaines culturels et politiques. La politisation des artistes et la spectacularisation des politiciens sont les deux faces d'un même processus. Dans le cas de Trump, qui a fait de la performance une stratégie de communication récurrente, la critique performative devient à la fois opposition et renforcement. En répondant à De Niro, il réactive sa base, réaffirme sa disposition à la confrontation et déplace le centre de l'analyse institutionnelle vers le plan de l'affrontement personnalisé. Cependant, ce déplacement n'empêche pas de percevoir les implications plus larges. Au contraire, il renforce le sentiment que la politique contemporaine, aux États-Unis, ne fonctionne plus uniquement au sein des institutions formelles. Elle se projette sur les scènes, dans les studios et sur les écrans, où la portée d'une phrase peut être plus efficace qu'une déclaration officielle. Cet épisode met également en évidence une asymétrie importante. Alors que De Niro s'exprime en tant que citoyen dans un espace de visibilité occasionnelle, Trump réagit en tant que président, aspirant à un retour, soutenu par une structure partisane, un capital politique
et un historique de confrontation avec de multiples sphères de la société civile. Cette différence de position fait de cette réponse plus qu'une simple réplique. Elle devient un signal à sa base, à ses opposants et au système dans son ensemble, indiquant que le discours contestataire, même lorsqu'il n'est pas institutionnalisé, sera directement confronté. La nature de cette confrontation est ce qui inquiète le plus les analystes, car au lieu de se dérouler en termes argumentatifs ou juridiques, elle se produit par le biais de la disqualification morale, de l'attaque et de la tentative de redéfinir les contours de l'acceptabilité discursive. La persistance d'épisodes comme celui-ci au centre du débat public révèle que la dispute sur la signification de la démocratie aux États-Unis ne se limite pas au domaine législatif ou judiciaire. Elle passe par la culture, le langage, le choix des métaphores et la dispute pour l'autorité. Lorsque des personnalités telles que De Niro prennent des positions publiques de cette ampleur, ce qui est en jeu n'est pas seulement la liberté d'expression individuelle, mais la place qu'occupe la critique culturelle dans l'écosystème démocratique. D'autre part, lorsque d'anciens présidents réagissent non pas par des arguments, mais par des stratégies d'intimidation rhétorique, ils réaffirment une vision de la politique dans laquelle la dissidence est traitée comme une offense personnelle. Cette dynamique affaiblit les espaces de médiation, amplifie la polarisation et rend difficile la construction d'interprétations communes sur ce qui est réellement en jeu. Dans les prochains blocs, nous verrons comment cet épisode s'articule avec d'autres mouvements institutionnels en cours, et comment la convergence entre culture, politique et discours du pouvoir redéfinit les limites de l'acceptable dans une démocratie mature. Pour ceux qui suivent de près les effets cumulatifs de ces gestes dans l'environnement politique américain, il est essentiel de comprendre ces interactions afin de cartographier les risques et de reconnaître les lacunes. C'est précisément pour cette raison que nous continuons à suivre et à analyser attentivement chaque nouveau développement, non pas en raison de la controverse, mais en raison de l'importance institutionnelle de ces signaux. L'épisode impliquant Robert De Niro et Donald Trump ne se limite pas à un simple échange de déclarations, mais révèle également l'accumulation des pressions institutionnelles qui entourent la relation entre culture et pouvoir aux États-Unis. À partir de là, on peut identifier une convergence croissante entre les manifestations issues du domaine artistique et les mécanismes traditionnels de réponse politique. Il ne s'agit pas d'un chevauchement occasionnel, mais d'un scénario dans lequel les artistes, les acteurs, les musiciens et les écrivains occupent de plus en plus souvent l'espace de la critique publique, auparavant dominé par les chroniqueurs, les universitaires et les législateurs. Ce déplacement, bien que non formel, a un impact direct sur la manière dont le système traite les dissensions et dont le discours politique institutionnalisé répond à la pression. L'histoire récente du pays montre que ce type de conflit ne se produit pas dans le vide. Dans d'autres circonstances, des déclarations similaires ont donné lieu à des audiences parlementaires, à des tentatives de censure informelles, à des boycotts organisés ou à des campagnes de discrédit. Le cas de Colin Kaepernick, par exemple, est emblématique. Un geste a été interprété comme une menace par une partie importante du spectre politique, déclenchant des réactions de Trump lui-même à l'époque, et produisant des vagues de réponses institutionnelles qui ont dépassé le domaine sportif. De telles situations aident à comprendre comment la critique, même si elle n'est pas un acte juridique ou législatif, s'inscrit au cœur du débat sur les limites et les fonctions de la démocratie représentative. C'est dans ce contexte que la déclaration de De Niro prend toute sa dimension. Elle n'est pas un cas isolé, mais s'inscrit dans un cycle de tensions qui s'intensifie depuis au moins une décennie. Ce cycle est soutenu par des mécanismes formels et informels. D'un point de vue juridique, le premier amendement de la Constitution des États-Unis garantit la liberté d'expression, ce qui assure la légitimité de discours tel que celui de De Niro. Cependant, la protection juridique n'élimine pas le coût. Dans une société où la rhétorique politique s'entremêle avec la performance médiatique, la valeur de la parole dépend autant de son contenu que de la manière dont elle sera amplifiée, déformée ou appropriée par des groupes d'intérêt. À partir de là, on observe une dynamique dans laquelle la critique publique est soumise à un tribunal informel de l'opinion, où la structure du pouvoir cherche à neutraliser les voix dissidentes par des campagnes de disqualification, d'étiquetage idéologique ou d'ironie systématique. Le recours à ces stratégies est récurrent en période de crise de légitimité et en dit long sur la manière dont le système gère les malaises institutionnels. Le Parti républicain lui-même a adopté une position ambiguë face à ces épisodes au cours des dernières années. D'une part, il défend la liberté d'expression comme valeur fondatrice du projet national. D'autre part,
lorsqu'il est confronté à des critiques émanant de certains secteurs culturels, il a tendance à réagir par des tentatives de discrédit, alléguant le sectarisme, l'élitisme ou le décalage par rapport à la réalité populaire. Cette stratégie a un double effet. Elle réaffirme la base électorale la plus alignée sur le discours anti-establishment et, simultanément, isole la critique dans une bulle facilement ignorable. La critique cesse d'être considérée comme une contribution et est désormais traitée comme du bruit. Le cas de Niro s'inscrit exactement à ce point d'inflexion où la critique prend une forme publique et massive, mais se heurte à un système prêt à la discréditer avant que ses implications ne soient traitées institutionnellement. C'est dans ce contexte que le domaine culturel devient, paradoxalement, l'une des dernières frontières de la critique autonome ayant une résonance nationale. À partir des années 2000, l'augmentation du pouvoir concentré dans les grands conglomérats médiatiques, l'affaiblissement des médias indépendants et la polarisation des réseaux sociaux ont créé un scénario dans lequel les personnalités culturelles, en raison de leur exposition et de leur autonomie narrative, ont commencé à jouer un rôle de substitution dans la dénonciation des abus, de la corruption ou des dérives institutionnelles. Cela ne signifie pas qu'elles sont neutres, ni qu'elles sont exemptes de critiques, mais cela indique que, dans de nombreux cas, elles ont une plus grande liberté pour exprimer ce que d'autres instances hésitent à aborder. Et, pour cette raison même, elles deviennent la cible privilégiée d'attaques coordonnées. Lorsque De Niro évoque, par exemple, l'idée que Trump représente un risque systémique similaire à celui que l'on a vu dans les régimes autoritaires du XXe siècle, la réaction ne porte pas seulement sur le contenu de la comparaison, mais aussi sur le lieu d'où elle provient, un espace qui ne peut être réglementé par la logique du pouvoir législatif, ni réduit au silence par les protocoles du pouvoir judiciaire. Cette convergence entre critique culturelle et fragilité institutionnelle apparaît également dans les débats autour de la fonction présidentielle. Même hors de ses fonctions, Trump conserve son capital politique, mobilise ses partisans et continue d'exercer une influence sur le fonctionnement du Parti républicain. Cela crée une situation sans précédent dans laquelle une ancienne personnalité présidentielle continue d'opérer politiquement sur la base de mécanismes de performance publique, échappant souvent aux limites attendues d'un ancien titulaire de cette fonction. Dans ce scénario, la critique prend une autre dimension. Il ne s'agit plus d'une opposition à un gouvernement en exercice, mais d'une résistance à un modèle de leadership qui se perpétue même en dehors du mandat. Le discours de De Niro, qui confronte directement ce modèle, relance le débat sur la nature du pouvoir dans la politique contemporaine et les risques associés à sa naturalisation. C'est également sur ce point que le système institutionnel était mis à l'épreuve. Lorsque des voix culturelles dénoncent la dégradation des valeurs démocratiques et que ces dénonciations sont accueillies non pas par des arguments, mais par des attaques personnelles et la mobilisation de partisans pour discréditer publiquement leurs auteurs, c'est la capacité même de la démocratie à absorber la critique sans se déformer qui est remise en cause. À partir de là, chaque nouvel épisode similaire tend à devenir moins exceptionnel et plus symptomatique. Un processus qui, s'il n'est pas diagnostiqué avec précision, peut conduire à la normalisation de pratiques qui affaiblissent les piliers de la responsabilité publique. Non pas par le biais de lois autoritaires, mais par l'érosion progressive de la légitimité de la critique et la transformation de la dissidence en spectacle. Des analyses comme celle-ci contribuent à construire une vision plus large des facteurs qui rendent certains épisodes pertinents au-delà de leur aspect médiatique. En suivant attentivement les discours publics et leurs répercussions institutionnelles, il est possible de mieux comprendre les mécanismes de tension qui opèrent aujourd'hui à l'intérieur et à l'extérieur des cadres formels de la politique. L'épisode impliquant la déclaration publique de Robert De Niro et la réaction immédiate de Donald Trump a révélé de profondes fissures dans la manière dont les États-Unis d'Amérique traitent la convergence entre l'art, la politique et les institutions. Le contenu du discours de l'acteur, bien que percutant et provocateur, est rapidement devenu le toile de fond d'une discussion plus large. Quel est le rôle de la critique symbolique dans l'écosystème démocratique actuel ? Pour plusieurs analystes et spécialistes de la culture politique, l'intervention de De Niro doit être comprise comme une réponse au sentiment croissant que les canaux institutionnels traditionnels ont perdu une partie de leur capacité de réaction face aux menaces perçues contre l'intégrité démocratique. Dans cette optique, le geste artistique ne transgresse pas les règles du jeu démocratique, mais tente de les restaurer en mettant en évidence les failles des structures de contrôle et de responsabilisation. Dans ce scénario, l'art n'est pas un accessoire du débat public, mais son prolongement critique,
lorsque les mécanismes formels s'avèrent insuffisants ou omis. Cependant, cette ligne d'analyse ne fait pas l'unanimité. Un nombre important d'experts, en droit constitutionnel, en théorie démocratique et en communication politique, s'inquiètent de ce qu'ils considèrent comme un déplacement dangereux des sphères d'action. Selon cette perspective, la critique qui dépasse les limites du symbolique et prend la forme d'une dénonciation directe, en utilisant des figures de style associées à des effondrements institutionnels et à des régimes d'exception, compromet la clarté du débat public. Le remplacement de l'analyse par des expressions d'indignation morale peut avoir des effets néfastes, tels que la délégitimation des canaux institutionnels et le renforcement des discours, qui opèrent selon une logique de méfiance généralisée. Ce groupe soutient qu'en ignorant les limites entre critique et accusation, le domaine culturel peut devenir complice, même involontairement, de stratégies politiques qui se nourrissent de l'affaiblissement des médiations formelles. Ce dilemme reflète une transformation structurelle dans la manière dont l'espace public est constitué et disputé. Les personnalités publiques ayant une visibilité extra-institutionnelle, qu'il s'agisse d'artistes, d'entrepreneurs, de communicateurs ou d'influenceurs, occupent désormais une position stratégique dans la configuration de l'imaginaire politique collectif. Cette réalité, qui combine la rapidité de circulation discursive et l'accès direct à de larges audiences, crée un nouveau type d'autorité, non plus fondé sur une fonction ou un mandat, mais sur une influence symbolique. Le problème est que l'ascension de cette autorité informelle n'a pas été accompagnée de la création de structures compatibles de régulation ou de responsabilisation. Lorsqu'un artiste critique sévèrement un ancien président et que celui-ci répond en mobilisant sa base avec des attaques personnelles, le système ne dispose pas d'instruments efficaces pour intervenir. Le pouvoir judiciaire agit par provocation, et dans des délais procéduraux spécifiques, le pouvoir législatif agit sous la pression des partis, et le pouvoir exécutif en exercice, dans de nombreux cas, opte pour le silence stratégique. Le vide, créé par cette absence de médiation institutionnelle, amplifie le sentiment de désordre narratif. L'impact sur la formation de l'opinion publique est tout aussi ambigu. Certaines études suggèrent que les interventions artistiques à forte charge émotionnelle, lorsqu'elles visent des personnalités politiques ayant une base consolidée, peuvent avoir un effet contraire à celui escompté. Au lieu de susciter la réflexion ou la révision des positions, ces critiques peuvent être interprétées comme des attaques extérieures, renforçant le sentiment d'encerclement et alimentant les perceptions de persécution. Cette dynamique renforce les identités politiques fondées sur la polarisation et rend difficile la création de ponts entre différentes visions du monde. En revanche, le silence face aux discours autoritaires, aux pratiques antidémocratiques ou aux gestes qui flirtent avec le populisme punitif peut être interprété comme de la complicité. Ainsi, le véritable dilemme ne réside pas dans l'existence de la critique, mais dans la difficulté d'évaluer ses effets dans un environnement communicationnel marqué par la fragmentation, la désinformation et la guerre des récits. La position de Donald Trump après le discours de De Niro ajoute une dimension significative à ce scénario. Bien qu'il ne soit plus au pouvoir, l'ancien président continue d'agir comme un acteur central sur la scène politique, utilisant un langage combatif, des stratégies de mobilisation émotionnelle et des ressources discursives qui échappent au cadre de la liturgie institutionnelle. Sa réponse à l'acteur, loin d'être une réaction isolée, doit être comprise comme un essai tactique de repositionnement politique. En réagissant avec virulence, Trump réaffirme sa capacité à discipliner ses opposants et à maintenir la cohésion de sa base, même face à des attaques provenant de l'extérieur de l'arène politique traditionnelle. Cette persistance du pouvoir discursif en dehors du mandat place le système démocratique devant un défi sans précédent. Comment contenir les pratiques d'intimidation symbolique et de manipulation rhétorique lorsque l'agent n'est plus soumis aux mécanismes de responsabilité directe de la fonction publique ? Cette situation ne permet pas de réponses hâtives ni de conclusions simplistes. Ce qui est en cours n'est pas un conflit entre l'art et la politique, mais une reconfiguration des frontières entre critique, représentation et légitimité. La société américaine, comme tant d'autres démocraties contemporaines, vit un moment de redéfinition des paramètres qui délimitent ce qui peut être dit, par qui, dans quel contexte et avec quelles conséquences. Il existe un champ croissant de disputes sur qui a le droit de s'exprimer publiquement, sur ce qui constitue une critique acceptable et sur quelle doit être la portée des réactions institutionnelles. Pendant ce temps, les institutions formelles, façonnées par des processus délibératifs lents et un langage technocratique, luttent
pour rester pertinente face à une culture politique qui privilégie la vitesse, l'émotion et la performativité. Dans ce contexte d'instabilité discursive, des épisodes tels que ceux impliquant De Niro et Trump servent de baromètre et d'accélérateur du changement. Ils mettent à rude épreuve les limites du système, provoquant des remaniements dans les alliances symboliques et testent la résilience de la démocratie en tant que moyen d'absorber la dissidence sans se désintégrer. Selon les réponses qui seront apportées ou l'absence de réponse, ces épisodes pourraient devenir des précédents qui façonneront les pratiques futures de critique publique et de réaction institutionnelle. Si la société est capable de transformer le conflit symbolique en apprentissage collectif, elle progressera dans la construction d'une culture démocratique plus robuste. Si au contraire, elle opte pour la caricature, le déni ou la manipulation stratégique de la dissidence, elle ouvrira la voie à une aggravation de la polarisation et à un affaiblissement progressif des mécanismes d'écoute et de délibération. L'épisode mettant en scène De Niro n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans une série de chocs entre les structures formelles et les forces émergentes de l'intervention publique. Il invite à réfléchir sur la manière dont différents langages, politiques, artistiques, juridiques, coexistent, s'affrontent et se transforment mutuellement. En suivant attentivement ces moments charnières, il est possible d'y reconnaître non seulement des foyers de crise, mais aussi des occasions de redéfinir les contours de la vie démocratique en ces temps de complexité croissante.